Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir de se retrouver après ce joli week-end. Alors peut-être pas tellement en F1, mais surtout en F3 et bien évidemment en Formule 2. C'était évidemment un plaisir de suivre ce week-end, d'entendre à nouveau déjà aussitôt dans la saison. On s'y attendait peut-être pas forcément, mais d'entendre la Marseillaise aussitôt cette année, ça fait quand même plaisir. Évidemment, comme vous avez pu le suivre certainement, Théo Pourchaire s'est imposé après avoir déjà très largement dominé la qualification. Comment ça va, me dit Homero? Bah écoute, ça va très bien, comme je l'ai dit, voilà. Théo Pourchaire a gagné, il est en tête du championnat, je suis heureux. Non, 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 il y a évidemment beaucoup d'autres choses à dire sur le sujet, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. À la fois en F2, à la fois en F3, on va quand même plus parler de la F2, puisque c'est quand même la discipline la plus suivie, et aussi parce que c'est celle qui nous intéresse le plus, avec le plus de pilotes tricolores engagés. Donc évidemment, je pense qu'on va. J'ai préparé comme ça une petite trame pour qu'on puisse suivre, qui n'apparaît absolument pas. Super. Voilà, c'est mieux. Euh, Ouais, j'ai pas beaucoup de choses. Enfin, par où commencer? Alors évidemment, le plus facile serait de commencer par Théo. Euh, mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end de Formule 2, de Formule 3? Je sais que quand j'avais fait un live pour la toute première course du week-end en F3, je sais qu'il y a eu pas mal de critiques de gens qui découvraient la F3 sur le fait qu'il y avait quand même pas mal de safety cars. On sait aussi qu'en F3, il y a eu des petits soucis avec la direction de course, j'ai envie de dire, avec le fait que Gabriel Mini a eu une pénalité de 5 secondes qui l'a fait descendre de la première à la huitième place, qui était peut-être un peu abusive. Ouais, évidemment, évidemment, ça parle des ART, évidemment. Ils sont un peu cheatés. Ils avaient la voiture la plus rapide, clairement. Ils ont fait les meilleurs réglages, ça c'est clairement incontestable. Surtout, ce qui était le plus impressionnant, c'était, comme je l'avais dit déjà aux qualifications, c'était pas vraiment la vitesse de pointe, c'est surtout au niveau des freinages. Genre, Pourchaire et Martins, ils peuvent freiner beaucoup plus tard que les autres. Donc c'est pas une histoire. J'en ai déjà vu hein, sur Twitter déjà des gens dans les commentaires en réaction à des dépassements de Pourchaire en mode ah ouais le moteur, enfin voilà le moteur qui est cheaté comme Schumacher à l'époque et tout machin. Bah ouais mais non enfin pour faire des dépassements pareils au freinage au premier virage hein, à l'épingle je parle bah c'est pas le moteur là c'est vraiment ils ont trouvé une bonne vitesse de pointe, mais c'est surtout, voilà, c'est dans le secteur technique, dans le secteur sinueux que Théo Pourchaire surtout faisait la différence avec tout le monde. Donc après, oui, voilà, ça va falloir confirmer sur les autres circuits, puisque ART a quand même, déjà, ils avaient déjà gagné l'an dernier, enfin Pourchaire avait déjà gagné l'an dernier, pas avec une marche pareille, loin de là, il avait gagné de même pas une seconde, je crois, de mémoire. Et il n'avait évidemment pas signé la pole position vu que c'était sa première depuis 2 ans. Donc oui voilà, moi j'attends surtout Jeddah. J'attends surtout Jeddah puisque ART et surtout Pourchaire a quand même été tout le temps en difficulté à Jeddah. On se souvient notamment il avait eu un crash en 2021 en course et il avait eu un autre crash en 2022 en essai libre. Cela avant bien évidemment la traditionnelle casse moteur. Donc Jeddah, c'est sûr, ça réussit moins à Théo Pourchaire. Donc il va falloir voir l'évolution de sa saison hein, sur la longueur et sur des circuits où il est à l'aise à Jeddah quand même. Mais voilà, il n'a pas eu beaucoup de réussite. F3 toujours aussi brouillon avec le plateau, mais c'est le spectacle. C'est la F3, c'est exactement ça. C'est les voitures légères qui se conduisent de façon très, très agile, parfois trop pour certains, et du coup, certains se perdent un peu dans les batailles en piste et ça crée des safety cars. Aussi pas mal de pilotes inexpérimentés, on l'a vu avec des pilotes comme Tommy Smith qui n'ont un peu rien à faire là et qui provoquent des safety cars. C'est un peu. C'est la F3. C'est la F3. Mais vraiment, au contraire, par exemple, la Formule 2, si je dis pas de bêtises, il y a eu zéro safety car l'an dernier. Je sais même pas si c'est arrivé une seule fois dans la saison. Donc, oui, non, il n'y a pas eu de safety car, non? En tout cas, il n'y en a pas eu en course principale. Mais en F3, c'est vrai que c'était compliqué. Euh,
Ah, il y en a eu en F2? Après, j'avoue que je suis peut-être plus souvenu de la course principale par rapport à la course sprint. Je rattrape un peu le chat. L'année dernière, il avait un bon rythme déjà, mais il faisait des départs kata et des qualifs kata. Là, sur ces deux derniers points, c'était l'exact inverse. Donc, en parlant de Théo Pourchaire, ah bah oui, en feature en début de course. Oui, bah oui, évidemment, avec le gros, le carambolage un peu du premier tour, on y reviendra sur tout ça, évidemment. Euh, je vais commencer par un petit point sur le championnat, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à dire, notamment, bah oui, sur les pilotes Préma. Sur les pilotes Préma, on y reviendra, mais quelle galère que ce soit en F2 ou en F3, surtout en F2. Surtout en F2, puisque il y a quand même eu un podium qui a un peu sauvé les apparences. Les Préma en F2, bah vous le voyez, elles sont pas dans le top 5, elles sont pas dans le top 10, elles n'ont marqué aucun point, elles sont 19e et 21e. Ça reste qu'un seul week-end, il reste encore 13 week-ends, évidemment, il reste 13 week-ends, mais pour Préma, bah, c'est vrai que c'est un peu alarmant quand même, hein. Et en vrai, je vois aussi des commentaires, il faut espérer que ça soit plus serré les autres week-ends, sinon on va s'ennuyer rapidement. Déjà, si c'est de l'ennui, comme quoi Théo Pourchère domine avec 30 secondes d'avance tout le monde, moi c'est un ennui que je suis prêt à accepter. Mais honnêtement, je vois pas ça se passer. Je vois pas ce, je vois pas les choses se passer comme ça sur toute la saison. Euh, il y a des circuits où la ART sera beaucoup moins à l'aise, où il faudra progresser durant le week-end, où ils partiront plus loin. Là, on a vu dès les essais libres, ils étaient au top, dès les en qualif, ils ont confirmé, en course, ils étaient au top. La gestion des gommes qui était quand même pas folle en course sprint, puisqu'on a vu Martins et Pourchère galérer, mais en course principale, bah, c'était la folie. Malheureusement, on n'a pas pu, c'était la folie pour Théo Pourchère, on n'a pas pu vraiment juger pour Martins, malheureusement, puisque sa course s'est arrêtée assez tôt. Mais ben oui, voilà, c'est de l'ennui positif. Hein. Quand Théo Pourchère est en tête, c'est de l'ennui positif. Exactement. Mais oui, après, oui, ça parle beaucoup des pneumatiques, évidemment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes qui étaient en difficulté avec les gommes. Anthony Drevet l'a très souvent dit d'ailleurs lors de ses commentaires à Canal+, pour la F2 et pour la F3 aussi, c'est que c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est un circuit très abrasif qui demande énormément aux pneus et globalement, c'est le circuit qui est le plus demandeur. Hein. Enfin voilà, en termes d'usure de pneus, c'est le pire circuit, avec peut-être Barcelone qui est pas mal aussi. Bah, normalement, je pense pas que voilà, on a vu Oli Berman qui a eu beaucoup d'usure des pneus, surtout à la fin, il a tout perdu, hein, il a tout perdu dans les deux-trois derniers tours, avec des blocages énormes dans le dernier virage et dans le premier virage. Ça veut dire que ouais, Prema et aussi Berman n'arrivent pas à gérer ces gommes pour l'instant. Ils ne savent pas encore. Voilà, ils partent clairement dans une mauvaise direction. Après, ils partent d'un mauvais pied, j'ai envie de dire. Mais voilà, il reste 13 week-ends, c'est un peu tôt pour les enterrer. Hein. Prema, c'est quand même une équipe multi-championne qui a déjà sacré tellement de champions et qui a déjà eu des débuts compliqués et qui après sont revenus dans le game. Hein. Je me souviens en Formule 3 l'an dernier, il y avait des qualifications catastrophiques, des week-ends entiers catastrophiques pour Berman, Leclerc, Crawford, et au final, bah, au fil de la saison, ils sont revenus et ils ont gagné le titre équipe. Donc voilà, ça reste un week-end sur 14. Et donc ouais, quel est mon avis sur le week-end de Berman? On y reviendra peut-être un peu plus tard, mais il y a une bonne vitesse. Il y a une bonne vitesse de pointe quand même. Alors, en qualification, c'était pas la folie, hein, c'était 12e. Mais surtout en course, on l'a vu jouer les points. Honnêtement, si la course principale s'arrête deux-trois tours avant la fin, bah, c'est pas si mauvais. Hein. Enfin, c'est quand même quelques points au courage. C'est sûr que c'est clairement pas le rookie le plus impressionnant. Son équipe a galéré, il a galéré, et ouais, mais après, c'est l'apprentissage. Il a 17 ans. Il a 17 ans, donc c'est quelque chose dont on peut s'attendre. Dans quel monde Préma a pensé que les pneus de Berman tiendraient autant de tours dans la course principale quand ça n'avait pas tenu dans la course sprint? Je vais pas trop me lancer moi dans les stratégies, hein, puisque moi je pensais que euh, quand Théo Pourchère est rentré en début de course principale pour mettre des pneus tendres pour toute la course, je me suis dit, mais c'est mort. Enfin, en course sprint, pour après 21 tours, Théo Pourchère, il n'y avait plus de pneus.
Et là, il rentre au stand en course principale, il reste 21 tours, il met des pneus tendres. Je me dis, il n'y a pas moyen que. Enfin voilà, il va y avoir un problème au bout d'un moment. Et bah, il n'y a pas eu de problème. Et il a même accru son avance. Donc c'est vraiment les équipes qui ont testé des réglages différents. Ça a marché pour certains, comme ART. Ça n'a pas marché pour Prema et encore moins pour Berman. Adjar manque de rythme, mais intelligent dans sa remontée, j'ai trouvé. Ouais, bah c'est ça, hein. Enfin c'est après, je pense que c'est globalement toute l'équipe qui a galéré, hein. Enfin quand on voit, ouais, voilà, Jack Crawford 16e, qui n'avait pas vraiment le rythme, qui s'est rapproché des points quand même en toute fin de course principale, mais sinon, c'est, on l'a pas vu Jack Crawford. Et Isaac Hadjar, malheureusement, j'aurais bien aimé le voir un peu plus en course principale, il avait fait un bon départ, il se battait avec Berman aux portes du top 10 et il a eu sa pénalité pour infraction sur la ligne de départ. Son équipe était restée trop longtemps. Son équipe était restée trop longtemps sur la grille de départ, donc évidemment, bah, il y avait des problèmes. Enfin, c'est high-tech qui nous a fait du high-tech en course sprint et qui a déjà ruiné la course d'Adjar, qui a déjà ruiné une course d'Adjar. Heureusement, voilà, la deuxième course est bien mieux passée et c'est quand même la course principale. Euh, ah oui, il y a une question aussi sur Jack Doohan. Et bah, j'ai pas vraiment d'explication. J'ai pas vraiment d'explication, mais il y a eu beaucoup de différences de performance globalement avec l'an dernier. Jack Doohan, il avait fait la pole position l'an dernier. Là, il n'avait pas du tout le rythme. Ça dépend vraiment des équipes aussi. Campos, ouais, comme on le dit dans le chat, était très impressionnant, mais faut pas oublier c'est un circuit dans lequel ils ont peut-être dit le contraire dans les déclarations à la presse, mais ils sont traditionnellement forts sur ce circuit. Ralph Boschung, il avait déjà fait 2 4e places l'an dernier. Donc, alors évidemment, il a fait un énorme week-end, Ralph Boschung, P1, P2 et tout, c'est génial pour lui. Il a 25 ans, c'était sa 96e course, ça paraît normal. Et sa voiture était à l'aise, donc il a su en profiter. Mais je vais avancer un petit peu, juste pour voir aussi un point. Donc un point au niveau du championnat pilote. Donc on a Théo Pourchaire et Ralph Boschung qui se détachent vraiment en tête du championnat. Il n'y a que 4 points d'écart pour l'instant entre le français et le suisse. Ensuite on a globalement l'ordre d'arrivée de la course principale avec Zen Maloney, Kouchmeini, Richard Verschoor. Ensuite on a Iwaza, Auger, Leclerc et nos deux français, Victor Martins et Isaac Hadjar, qui ont le même nombre de points malgré 2 week-ends totalement différents. Mais voilà, à l'arrivée, Isaac Hadjar a quand même vachement bien limité la casse. Alors que ouais, Victor Martin s'est fait piéger au départ de la course principale et c'est dommage, hein, puisqu'il y avait peut-être même la tête, ouais, je m'emballe peut-être un peu, peut-être, oui non, peut-être pas la tête du championnat, mais pas loin quand même, hein. Il y avait clairement la 3e place au championnat à aller chercher. Et aussi au classement équipe, ça je pense que personne n'aurait pu le prévoir, hein. Campos, ça sort, voilà, ils étaient bons l'an dernier avec 2 4e places, on l'a dit, mais de là à ce qu'ils mènent le championnat, je sais pas, c'est fou. C'est fou. Surtout Kouchmeini. Kouchmeini, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais Kouchmeini, alors moi je l'ai toujours défendu globalement, puisque il a montré en F3 l'an dernier qu'il y avait des performances parfois où il y avait du très très haut, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de très 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 bas. Et c'est vrai que le très très bas a plus marqué que le très haut. Mais bah voilà, dans la bonne voiture, Kouchmeini, bah ça peut performer, hein. 7e et 4e, il est même pas assez loin d'un premier podium, ce qui aurait été assez fantastique. Mais bah du coup, Kouchmeini, ça fait 4e au championnat et félicitations du coup. Ensuite, du coup, on a ART, Rodin Carlin, Dams, Van Amersfoort, MP, Hightech et Virtuosi et Prema qui ont 0 points malgré le fait qu'elles aient Doohan, Vesti et Berman. C'est assez incroyable. Et donc oui, ça offre, enfin ça donne un certain handicap et c'est sûr qu'il pourrait le payer, c'est sûr qu'il pourrait le payer en fin d'année. Évidemment, maintenant, on va commencer. Je vais pas débriefer non plus les week-ends de tous les pilotes. Je tente de voir si j'ai pas loupé des messages dans le chat. Ouais, voilà, Théo, pour moi, la stratégie est un désastre. On nous dit dans le chat, bah, c'est exactement ça, hein. Enfin, j'étais persuadé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent beaucoup trop tôt. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils ont craqué ART. Sauf que ART, bah, voilà, ils savent ce qu'ils font, hein. C'est des ingénieurs, et moi, bah, je suis spécialiste formule de promotion, mais bon, je suis quand même un gars qui écrit sur Twitter.
Et donc, c'est pour ça que je suis sur Twitter et pas dans le garage ART. Bravo à eux et surtout bravo à Théo Pourchère qui a été phénoménal. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, quand même sur Twitter, il y a beaucoup. Certains gens qui ont dit, bah oui, c'est quand même le minimum de faire ce qu'il fait, que c'est logique de faire la pole avec 7 dixièmes et demi d'avance, de gagner la course principale avec 20 secondes et tout. C'est le minimum qu'on attend de lui pour une troisième année. Non, mais non. Enfin, vous vous rendez pas compte. En tout cas, ceux qui disent ça ne se rendent absolument pas compte. C'est la pole avec 7 dixièmes et demi, ça avait jamais été fait en Formule 2. Donc depuis que la GP2 a été renommée en Formule 2 en 2017, ça a jamais été fait, ni même par Leclerc, ni même par Russell, ni même par, je sais pas, ça a été jamais fait. Et pareil, la victoire avec 19 secondes et demie d'avance, c'est le plus grand écart aussi. Le plus grand écart jamais réalisé en Formule 2. C'est exceptionnel. Et honnêtement, la ART était à l'aise sur ce circuit et je pense pas on doit pas s'attendre à ce genre de performance à chaque week-end. Hein. J'aimerais bien, mais c'est quand même un peu illusoire. Hein. Enfin, il y a des circuits où ART va beaucoup plus galérer, où il y a des équipes qui vont être bien plus fortes. Par exemple, je pense à MP Motorsport qui est très bonne notamment dans la gestion des gommes. D'ailleurs, on l'a vu avec Denis Sauger en course sprint, qui a remonté un peu tout le monde à la fin de la course sprint et qui a malheureusement doublé Victor Martins pour la deuxième place. MP, ils sont bons sur la gestion des gommes, ils l'ont remontré à Bahreïn, et surtout à Barcelone, ils sont trop forts. Hein. C'est là où Drogovic avait fait une double victoire assez insolente, assez insolente l'an dernier. Donc oui, il y a aussi Dams à Abu Dhabi. Enfin voilà, il y a ces combinaisons entre équipe et circuit. Enfin voilà, quand on a un circuit fétiche, on a un circuit fétiche. Donc il va pas falloir s'attendre à ce que Pourchère fasse des week-ends comme ça. Oui, ART est bon à Barcelone, mais enfin vraiment, MP sur ce circuit, la gestion des gommes aussi, avait fait en sorte que Novalak fasse une quatrième place en course principale, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il avait fait une grosse remontée sur une stratégie alternative, tout ça. Et bah, ça avait été. Enfin, toutes les équipes étaient exaspérées, étaient dégoûtées de la gestion des gommes de MP, qui a l'air encore une fois très bonne cette année. Donc, voilà, Théo Pourchère, il aura des week-ends excellentissimes comme celui-là, et il aura des week-ends très bons. En fait, maintenant, le challenge pour lui, ça va être de garder un niveau plancher, il faut que ses pires performances soient des bonnes, voire très bonnes performances. Ça, c'est le principal challenge. On peut attendre Théo Pourchère sur un week-end comme ça, mais il va surtout falloir l'attendre sur la saison entière, parce que c'est vraiment ça qu'on attend de lui. Il a montré surtout il avait énormément travaillé sur ses points faibles principaux. On en a parlé énormément hein, pendant l'intersaison. Ses départs, c'était un gros souci. Course sprint, il part dixième, il monte huitième très rapidement. Et course principale, surtout, il part de la pole. Il est tout seul. Il est tout seul après 200 mètres déjà. C'est excellent. Maintenant, il faut faire ça tout le temps. Et pareil en qualification, bah voilà, hein, en qualification, sa position moyenne sur la grille l'an dernier c'était 8ème. Là, il fait la pole avec 7 dixièmes et demi d'avance, c'est gigantesque. Il y a, voilà, après sur les prochains circuits, je pense que ART aura moins d'avance sur les autres. Voilà, ça dépendra des circuits. Et là, il faudra essayer de trouver le petit truc en plus voilà, le petit dixième en plus pour gratter la pole. Et c'est vrai que bah, Théo, il a quand même mis 8 dixièmes, enfin 7 dixièmes et demi à son coéquipier, certes rookie, mais qui a fait un week-end exceptionnel aussi. Donc ouais, les ART ont aussi plus usé leurs pneus en sprint race car ils ont remonté au début de course. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on peut reparler de un peu la seule erreur de Théo Pourchère entre guillemets. C'était lors de son plus beau dépassement, je crois, sur Ayumu Iwasa au virage 10, où un virage voilà, très, très fort en appui qui demande beaucoup aux pneus. C'était très beau, c'était magnifique, mais au final, bah, c'était pour se faire repasser un tour après, et au final, bah, il a tapé dans ses pneus, et il a dû se contenter de la cinquième place, avec le meilleur tour quand même, donc ce qui faisait 5 points sur une course où il partait dixième, ce qui n'est pas rien tout de même. Et on l'a vu quand même. Alors oui, ils ont tapé dans leur pneu en course sprint, mais et Théo Pourchère était le premier à être un peu mécontent de ça. Il disait qu'il avait fait une bonne course, mais que voilà, au niveau des pneus, il y avait des réglages qui avaient été faits, ça n'a pas trop marché.
ils ont mis d'autres réglages en course principale, ça a marché. Voilà, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de continuer comme ça, c'est de faire une saison comme ça, d'enchaîner les pôles, les victoires, et d'être incontestable. Puisque à un moment, voilà, la concurrence, elle va se réveiller. Et vraiment, Jeddah, c'est le prochain week-end, enfin le prochain meeting dans 2 semaines, c'est vraiment un circuit qui peut faire du mal, voilà, à Théo. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de casse moteur, il n'y a pas de crash, il n'y a pas d'erreur, hein. Enfin, globalement, il n'y a pas de grosse erreur. Donc voilà. Et oui, faire des pôles, c'est important aussi, puisque ça donne 2 points ça donne 2 points au championnat. C'est pas, voilà, faut pas prendre des qualifications à la légère, hein. C'est un gros bonus, et c'est vrai qu'en fin de saison, ça peut coûter très cher. Euh, on peut passer, je pense, à Ralph Boschung. Il est sous la protection de Bruno Michel cette année. J'espère, j'espère. Mais en même temps, bon, je trouve, en tout cas, pour en revenir à Théo Pourchère, que euh, la F2, ils ont intérêt quand même à aider Pourchère. Enfin, je veux dire, Pourchère, ou en tout cas Sauber, a fait un pari énorme, je trouve, en remettant Théo Pourchère une troisième saison d'affilée dans le même championnat, dans la même équipe. Enfin, c'est risqué de faire une troisième année, hein. Si on gagne pas, ou si on se montre pas, si on n'impressionne pas plus que les années précédentes, bah c'est pas bon, et c'est clairement une carrière gâchée. Ça ira jamais en F1 si ne performe pas. Donc c'était un énorme pari. Et enfin, le clan Pourchère aurait pu faire le choix, voilà, de partir en Super Formula. Moi, c'était un choix, j'étais plutôt partisan de ça. Mais au final, ils ont pris le choix de refaire de la F2. Enfin bon, voilà, je pense que la F2 en plus va avoir une exposition médiatique elle a une exposition médiatique de plus en plus importante. Mais c'est vrai que Théo Pourchère aussi, c'est quand même quelqu'un. Enfin, c'est quelqu'un aussi dans l'aura médiatique qu'il a, dans la présence médiatique. On voit Théo Pourchère, il a un week-end de fou, hein, quand même. On se rappelle la vanne avec la Toyota. Oui. Oui, oui. D'ailleurs, Toyota qu'il a toujours, hein. Il n'a pas encore changé de voiture de fonction, hein. Il n'a pas encore d'Audi. On verra quand ça arrive. Mais pour en revenir à Théo Pourchère, il a un week-end méga chargé. D'ailleurs, puisque il remplit aussi le rôle de troisième pilote Sauber, de troisième pilote Alfa Romeo, dans l'ombre de Bottas et Guan Yu Zhou. Et par exemple, le samedi soir, après sa course sprint, on l'a vu faire des activités promotionnelles pour Alfa Romeo Sauber. Et quand j'ai vu ses stories Instagram là sur le compte Alfa Romeo, je me suis dit, t'éparpilles pas trop, gamin, t'éparpilles pas trop. Euh, Enfin, reste focus sur la F2, mais en fait, non, c'est ça qu'on lui demande. C'est ça qu'on lui demande à Théo, c'est d'être performant à la fois en F1, à la fois en F2, d'être bon sur tous les côtés. Et ça, c'est un challenge énorme qu'on lui demande, mais malgré cette distraction du samedi soir, bah, ça l'a pas empêché d'écraser tout le monde le lendemain matin en ouverture du Grand Prix de F1. Donc, c'est un très bon début de saison. Et surtout, si on peut extrapoler un peu, si on conjugue ça avec le Grand Prix moyen de Guan Yu Zhou, si on reproduit ce week-end de F1 et ce week-end de F2 sur toute la saison, il n'y aura pas de débat. Il n'y aura pas de débat, et Théo Pourchère aura sa place en 2024. Maintenant, je pense que Zhou va quand même avoir des meilleurs Grands Prix. Il n'était pas si loin de Bottas en qualification, par exemple. Et je pense que Théo Pourchère ne va pas gagner toutes les courses avec 20 secondes d'avance, à mon plus grand malheur. Donc voilà, ça sera quand même un peu plus équilibré. Mais c'est vrai que s'il y a ce genre de week-end tout le temps, il n'y a pas d'hésitation pour 2024 en fait. Et oui, oui, il faudra qu'il soit bon dans les quelques essais libres qu'il fera. Mais même au-delà, enfin alors, ça dépendra du programme qu'on lui donnera. Mais il faudra pas tant regarder le chrono, il faudra surtout voir un peu épier les réactions des ingénieurs, des mécanos, enfin des grands pontes, des directeurs de Sauber. Surtout par exemple Andreas Seidel. Qu'est-ce que dit Andreas Seidel de Théo Pourchère, de son rôle dans l'équipe? Faudra vraiment voir ça pendant la saison, mais en attendant, bah écoute, Théo continue comme ça, parfait, 20 sur 20, super, top, génial. Bon, on va pas faire tout le live non plus sur Théo Pourchère, je pense. Bah, ce serait triste qu'il soit bloqué l'an prochain, mais voilà, Théo Pourchère, il joue tout cette saison, et il le fait de façon excellente, hein. Vraiment, c'est exceptionnel ce qu'il a fait ce week-end, et il ne sera pas bloqué, hein. Vraiment, il ne sera pas bloqué
L'interview de Vasseur au quota, je l'ai regardé 20 fois quand Pourchard a fait sa première séance d'essai libre. C'est vrai que moi aussi je tentais de voir, je tentais de voir s'il y avait peut-être une chance que voilà Pourchard il aille en F1 et tout machin, mais voilà, enfin les essais libres 1, je pense que ça reste quand même un petit bonus, mais que surtout le travail important c'est la F2 évidemment et le travail au simulateur, à l'usine, etc. Comme je l'ai dit, on va pas faire tout le live sur Théo Pourchère, on pourra y revenir après s'il y a des questions dans le chat un peu à nouveau sur lui, sur peut-être son avenir avec Audi, enfin avec Audi, avec Sauber Audi. Mais donc on va passer au deuxième de ce championnat, et je pense que personne n'aurait parié sur lui, et encore moins moi, mais c'est bien Ralf Boschung, le pilote suisse de 25 ans, sur sa Campos, pour sa septième saison en Formule 2. Ralf Boschung a commencé la Formule 2 en même temps que Charles Leclerc et à 25 ans, il a le même âge, hein, il a le même âge que Charles Leclerc, il est toujours là en F2 et il vient enfin de décrocher sa première victoire. Donc c'est une carrière assez étrange, c'est vrai. Et très bel hommage à Adrian Campos. Justement, je voulais un peu plus parler de Campos, en fait, qui a eu un week-end phénoménal, à la fois en F2 et en F3, où ils ont gagné le samedi en F2 et en F3, et c'est vrai que c'est un très bel hommage quand même pour le fondateur de cette équipe qui est mort maintenant il y a quand même 1 ou 2 ans, mais surtout Campos c'était une équipe totalement moribonde, hormis en F4 espagnol où ils font des bonnes choses, c'était une équipe totalement moribonde en F2, en F3, on se demandait même ce qu'ils faisaient là. Ils avaient juste gagné avec Jack Aitken en 2019, en Formule 2, et Jack Aitken en 2019, ça commence à faire loin maintenant. Enfin, voilà. Donc là, c'est la première victoire de Campos en F2 depuis 2019, et c'est mérité. Enfin voilà, il mène le championnat maintenant, c'est génial. Et oui, c'est vrai, Adrian Campos, il était derrière le projet HRT. Il était derrière le projet HRT. Et oui, David Vidales avait gagné en F3 lors de l'une des nombreuses courses sprint de 2021, puisqu'à l'époque il y avait 3 courses par week-end, ce qui était assez bizarre, mais bon. Voilà, donc splendide hommage à Adrian Campos. Je pense que, et on sent surtout Ralf Boschung, il sort quand même d'une saison très compliquée, hein, émaillé par les blessures au cervical. Et là, il est de retour, il est même à son meilleur niveau, hein. Il n'a pas gagné Barcelone, hein. Il n'a pas gagné Barcelone. On parle de qui? De Vidales ou de. De Vidales ou de Bochung? C'est une très bonne question. Mais je ne crois pas que David Vidales, il est. Mais si, en fait, David Vidales, il a totalement gagné l'an dernier, puisque c'était face à Jack Crawford, je me rappelle. Donc oui, my bad. My bad. Donc oui, voilà, Ralf Boschung, splendide, P1, P2. Après, il se prend quand même 20 secondes par Théo Pourchère. Et il faut quand même relativiser ses performances par le fait que son coéquipier rookie qui découvre la voiture et qui n'est pas considéré comme l'une des pointures du plateau, Kouchmeini, n'est pas si loin de lui, à la fois en qualif, à la fois en course. Kouchmeini, voilà, c'est quatrième du championnat. Donc évidemment, Ralf Boschung, je pense, doit beaucoup sa victoire à son équipe. Et d'ailleurs, il a bien raison de le souligner à la radio. Hein. Je pense qu'il le sait, hein, qu'il n'aura pas une voiture aussi parfaite à chaque week-end. Mais donc voilà, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir quand même pour Ralf Boschung de le voir gagner. Hein. C'est pas un mauvais type. Hein. Maintenant, côté sportif, dur de s'enthousiasmer plus que ça. Hein. C'est un gars qu'on verra jamais en F1. Au bout de cette saison, c'est un minimum de performer la première course de la saison quand même. Oui. Oui, non, mais totalement. Hein. Mais c'est une chouette histoire. Maintenant, niveau championnat, par exemple, je le vois pas du tout rivaliser avec un Théo Pourchère. À moins que, on ne sait jamais, peut-être que Campos a vraiment débloqué un truc sur la voiture. Euh, La présence de Boschung nous arrange beaucoup, il prend des points aux douanes, à Auger, donc ça aide Théo. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais voilà, non mais après j'ai envie de voir aussi Jeddah, il est assez à l'aise. Il est aussi à l'aise sur le circuit de Jeddah, il a déjà fait un podium là-bas, Ralf Boschung, même je crois son premier, si je dis pas de bêtises. Donc est-ce que ça peut durer sur le championnat? J'en suis pas convaincu. Ça peut faire des coups d'éclat sur certains week-ends, mais il y a d'autres week-ends où il retombera dans ses travers, où il causera des accidents certainement. Euh, voilà.
c'est dur d'être plus enthousiasmé, mais en attendant, il est deuxième au championnat, il est à 4 points de Théo Pourchère, et il a même une bonne marge, hein, il a 13 points d'avance sur Zayn Maloney, troisième, c'est très bien. Salut Percy, c'était quoi cette strat hard soft en feature race de F2? J'ai pas compris comment c'était possible de foutre les hard 10 tours et faire le reste en soft. Alors moi non plus, comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt au début du live, j'ai pas compris vraiment la stratégie. Je me suis dit que voilà, pour la stratégie de Pourchère, ça allait être une catastrophe et qu'il allait galérer et ne plus avoir de pneus à la fin. Ça a marché, tant mieux, tant mieux pour lui, c'est génial pour lui et énorme coup d'ART. Après, je pense que du coup les pilotes voulaient se débarrasser du pneu dur au plus vite, le pneu dur qui est évidemment plus lent que le pneu soft, et ils ont réussi à faire tenir les pneus soft en 21 tours, chose qu'ils n'avaient pas vraiment réussi à faire en course sprint. Et en course principale, ça a marché. Mais après, voilà, ils ont voulu faire plus de tours en pneus soft car ça allait être plus rapide et se débarrasser des pneus durs au plus vite. Je pensais pas que ça allait marcher. Je pensais que voilà, il allait y avoir une dégradation pneumatique terrible. Mais au final, ça a marché. Et non, il n'y a pas de medium, c'est juste pneus durs, pneus tendres. Il y a que deux types de pneus en Formule 2. Tant mieux pour ART, tant mieux pour Pourchère. J'avoue que j'ai vraiment pas compris grand chose de stratégie, mais ça a marché. Donc, après Bochung, c'est soft, ils ont péniblement fait tenir 14 tours. Ouais, ça dépend de chaque équipe. Après, voilà, il y a des équipes qui ont vraiment très bien fait marcher les pneus le samedi et pas le dimanche, ou le dimanche et pas le samedi, comme ART. Voilà. Et oui, les pneus durs, je pense que c'est comme en F1, on tente de les éviter à tout prix, hein. C'est les pneus lents qui n'ont pas une super adhérence. Et ouais. Je sais pas si Pirelli doit se poser, doit se pencher sur la question. Je sais pas vraiment, puisque au final ça donne un bon spectacle, hein, et c'est aussi, ça a fait la différence entre les équipes, hein, ça a fait la différence entre les équipes qui savaient bien gérer les pneus tendres, et les équipes qui ne savaient pas. Et voilà, ça a fait une grosse différence au final, donc pourquoi pas, hein. Ces pneus m'ont pas vraiment posé de problème. Ensuite, on a Zayn Maloney, troisième au championnat, alors qu'il partait 18e en qualif. Donc ça on peut vraiment le souligner quand même. Euh, il revient de très très loin. Il revient de très très loin en tout cas, et c'est le meilleur rookie. C'est le meilleur rookie du championnat et le meilleur pilote Red Bull. Et ça, c'est peut-être le plus important, je pense, pour lui. En tout cas, c'est surtout ce qu'il retiendra de ce week-end. Il partait de très loin et il a battu tous les autres pilotes Red Bull, y compris Dennis Sauger. La vanne, elle m'a fait rire dans le chat. C'est nul, c'est nul. Oh là là. Donc oui, il a battu tout le monde. Il a battu même Denis Sauger et Ayumu Iwasa qui partaient pourtant devant lui et qui ont plus d'expérience. Mais c'est c'est très bon, c'est très bon. Après, j'ai envie de défendre directement l'autre rookie, enfin l'un des autres rookies de Red Bull, Isaac Hadjar, il y avait des différences quand même entre Carlin et entre Hightech, et Hightech clairement n'a pas trouvé la solution sur ce circuit. Comme lors de certaines manches en F3 l'an dernier, Hadjar a réussi à limiter la casse avec des belles remontées, etc. Mais voilà, Zayn Maloney, il a fait un week-end très très bon. Alors, il suffit maintenant de régler le problème de la qualification, mais les remontées qu'il a fait en course, c'était du très haut niveau, très bonne gestion de pneus, et surtout, il a bouffé Enzo Fittipaldi, et je pèse mes mots, qui est son coéquipier et qui a beaucoup plus d'expérience en F3 que lui. Donc, oui, ça la fout un peu mal quand même pour Enzo Fittipaldi, qui est totalement dans l'ombre, et je pense que Helmut Marko, il voit ça, et il se dit, bon, Enzo Fittipaldi, est-ce que ça vaut le coup vraiment de continuer très longtemps? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ouais, Tell Zane, it's a long race. Oh, j'avais oublié ce moment. Mais oui, enfin, c'était totalement un aveu de faiblesse, hein, d'Enzo Fittipaldi. Je pense qu'il était un peu dépassé par les événements. Il a marqué des points quand même, ou est-ce qu'il a marqué des points? Est-ce qu'il a marqué des points, le petit Enzo Fittipaldi? Ouais, il a marqué 3 points. Dur, dur, hein. Il a marqué 3 points et il est 12e.
En soi, je défonce beaucoup Enzo Fittipaldi, mais ça reste à seulement 12 points de Zayn Maloney. Donc voilà, la saison est encore très longue. Il y a des circuits, par exemple le Jeddah, il y a Zayn Maloney qui va découvrir ce circuit. Ça va être quelque chose qu'il va devoir apprendre. Jeddah, c'est l'un des pires circuits, je pense, pour les rookies quand même. Il y a des soucis de DRS pour Enzo Fittipaldi. Bon, après, honnêtement, il n'y avait pas que ça comme. Enfin, euh, je veux dire, il y avait un rythme global qui n'était vraiment pas bon. Et même si on enlevait le DRS à Zayn Maloney, je pense qu'il serait quand même remonté. Enfin voilà, il est remonté comme un boulet de canon sur Kouchmeini à la fin, par exemple. Oui, c'est vrai que Enzo Fittipaldi a pas de super souvenir à Jeddah non plus, vu c'est évidemment là où il avait eu un très gros accident qu'il avait laissé à l'hôpital quelque temps. Donc oui, voilà. Zayn Maloney, après, c'est ça, maintenant faut confirmer, puisque par exemple, on l'a vu, Ayumu Iwasa, c'était Ayumu Iwasa qui a eu une très bonne première saison, qui a bien commencé le week-end, mais qui au final est plus rentré dans le rang. Et on l'a pas vraiment vu, et surtout, bah, par rapport à son coéquipier, la différence n'était pas folle, et c'était pas impressionnant. C'était pas impressionnant, alors que voilà, un Zayn Maloney, c'est sûr. Après, j'ai envie de dire, Dams a l'air d'avoir quand même galéré avec les pneus à certains moments de la course, même si, par exemple, Arthur Leclerc, on avait l'impression qu'il avait une deuxième vie sur ses pneus à la toute fin de la course. Mais sinon, c'est vrai que pour Iwasa, ça a été compliqué. Et bah, voilà, du coup, Zayn Maloney qui marque les premiers points dans la course au Baquet AlphaTauri 2024. Pendant ce temps-là, Yuki Tsunoda fait 11e. Il a pas fait une mauvaise course, hein, mais au final, il termine à la porte des points juste derrière la Williams d'Albon. De Vries, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Euh, Leclerc, il croit trop qu'il a des vies illimitées pendant les courses. Bah alors, on reviendra. Ouais, on reviendra un peu plus tard sur Arthur Leclerc. Mais Kouchmeini, je vais pas dire grand chose sur Kouchmeini. Salut aux nouveaux gens qui arrivent dans le chat. Kouchmeini, bah voilà, j'avais envie de de dire, voilà, mettez du respect sur son nom. C'est pas parce que c'est un pilote indien et que dès qu'il y a un pilote indien, on pense à Naren Karthikeyan, Karun Chandok ou Mahavir Raghunathan, que il est mauvais. Déjà, Jehan Daruvala est un bon pilote, par exemple, pas fou, mais bon. Et Kouchmeini, il fait il fait de très belles choses. Et voilà, dans son premier week-end, il est déjà là à jouer les podiums, à jouer les top 5. Évidemment, il est bien aidé par la Campos qui avait l'air sublime à piloter ce week-end. Il a un peu galéré sur les pneus à la fin. Il a perdu le podium sur ça. Mais voilà, Kouchmeini, j'ai envie de dire, voilà, ça sera le pilote à surveiller. Moi, surtout, ce que j'ai envie de voir, c'est s'il pourra rattraper Ralph Boschung au fil de l'année. Parce que voilà, Boschung, c'est pas non plus le top pilote, le futur crack de la F1. C'est de voir, voilà, il y a des pilotes qui se révèlent en F2. Il y a des pilotes qui se révèlent très sur le tard quand même. Par exemple, Felipe Drugovich, il n'avait pas fait de choses fantastiques avant la F2, il avait fait de bonnes choses quand même, hein. Kouchmeini aussi, il a fait des bonnes choses qui n'ont pas forcément été vraiment remarquées par certains visiblement. Mais voilà, Kouchmeini, pas mauvais pilote, et bah, ça fait des débuts très solides et ça fait de lui le deuxième meilleur rookie de la saison, devant Oli Berman, devant Isaac Hadjar malheureusement, devant Victor Martins, etc. Donc bah écoutez, c'est très bon, hein. C'est très bon et bah, félicitations à lui. On passe un peu maintenant Richard Verschoor, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Bon week-end, mais bon, sans plus véritable, hein, je trouve. Il fait de bonnes remontées. Euh, voilà, il m'a pas spécialement impressionné. Il a fait du Richard Verschoor. C'est rapide, c'est très bon. Mais voilà, y a rien de très enthousiasmant, je trouve. Après, c'est peut-être parce qu'on commence à beaucoup le voir maintenant dans ce championnat. Enfin, ça fait quelques temps maintenant qu'il est ici et voilà, ça sera le leader de son équipe. C'est pas. Oui, dernier au premier. Oui, c'est ça, il a fait des bonnes remontées. Dernier au premier tour, cinquième au final. Il a fait des très bonnes remontées. Mais j'ai vraiment du mal à m'enthousiasmer pour lui. Et surtout, voilà, ça fait longtemps qu'il est là. Et par exemple, j'ai trouvé un Zayn Maloney beaucoup plus impressionnant. Mais voilà. Ensuite, on a Ayumu Iwasa, donc j'en ai un peu parlé déjà rapidement. On a aussi Denis Auger, donc Denis Auger qui a eu un week-end assez compliqué quand même. Donc il a fait la course sprint, il a fini très fort la course sprint, comme je l'ai dit avec MP,
il a bien su gérer les gommes. Mais voilà, au final, donc abandon un peu, abandon mécanique un peu. Il a eu des soucis, hein. Il a eu des soucis au niveau mécanique et je sais qu'il était vraiment pas content contre Mechachrome. Ça arrive à tous les pilotes, hein, un jour ou l'autre. Voilà, Denis Sauger, la malchance qu'on avait pu voir déjà un peu l'an dernier continue pour l'instant. Ça reste le premier week-end, il a quand même marqué un premier podium. Je j'attends de voir avant de porter un jugement sur sa saison, puisque voilà, premier week-end sur 14, on est encore très loin. Arthur Leclerc, c'est bon, c'est même c'est du Arthur Leclerc. C'est ce week-end, c'est exactement du Arthur Leclerc. Très bon, très rapide parfois en qualification, très rapide parfois en course, mais il y a trop d'erreurs, surtout enfin voilà, surtout lors des courses, il y a trop d'erreurs, trop de blocage de roues pour rien. Enfin, trop de blocage de roues pour rien. Je suis le gars dans mon canapé et tout, et je dis ça, mais c'est frustrant, mais voilà, c'est brouillon. C'est des erreurs et du terrorisme. Non, bah, pas tellement. Enfin, c'est juste, ouais, c'est brouillon. Il y a eu des problèmes de frein. Alors, c'est des vrais problèmes de frein ou c'est lui qui freinait trop tard? Ou c'est plutôt les problèmes de pneus, hein, puisque la Dams a l'air d'avoir galéré avec les pneus à certains moments de la course. Et je pense fallait peut-être voilà, faire refroidir les pneus, refroidir les freins. Ah, ok, j'ai pas vu le post Instagram. Et oui, bah, il a vu le stop and go comme Isaac Hadjar, et c'est sûr que, évidemment, ça a totalement bouffé sa course sprint. Mais voilà, Arthur Leclerc, c'est quand même très bon, hein, pour un premier week-end de F2. On peut dire que ce week-end, par exemple, il cherchait les limites de sa voiture, mais c'est vrai qu'on a tendance plus à critiquer Arthur Leclerc parce que on sait qu'il fait beaucoup d'erreurs. Il y avait aussi ses retours en piste qui étaient dangereux. Alors, on voyait pas les on-board, les caméras embarquées des pilotes de derrière, mais c'est vrai que avec la caméra de la fin de la ligne droite, c'est vrai que c'était assez flippant ces brusques retours en piste comme ça. Mais Arthur Leclerc qui nous fait du Arthur Leclerc. On va mettre ça sur le compte de c'est son premier week-end de F2, il découvre la voiture, il découvre les pneus, il découvre plein de choses. C'est aussi normal, hein, c'est normal. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire que bah, c'est ses erreurs habituelles qui lui ont pas tellement coûté, en tout cas enfin, ces erreurs ont coûté quelques points, quelques places, ça c'est sûr. Mais voilà, j'ai envie de voir surtout s'il pourra régler ses erreurs. On sait qu'il l'a fait, hein, en formule régionale asiatique l'an dernier pendant l'hiver. Il avait été bon, il avait réussi sur 5 week-ends consécutifs à être régulier en qualif, à être régulier en course, et il avait gagné le titre face à des pilotes comme Pepe Marty, Isaac Hadjar, etc. Voilà, il faut qu'il retrouve ça, ou qu'il trouve ça. Et s'il arrive à être plus régulier, il peut devenir une vraie menace pour Ayumu Iwasa, hein, puisque clairement le leadership d'Iwasa chez Dams sur ce week-end n'était pas si évident, malgré son expérience, malgré la saison impressionnante qu'avait fait Iwasa l'an dernier. Il avait fait 5ème, on me rappelle. Et là, bah, Arthur Leclerc n'est pas loin du 5ème de F2 de l'an dernier. Donc c'est quand même positif. Enfin, pour moi, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs à retenir du week-end d'Arthur Leclerc. Et aussi, surtout, au niveau de la Ferrari Driver Academy, Arthur Leclerc, il a battu Oliver Berman. C'est pas rien, et je pense que Oliver Berman a de toute façon une énorme avance dans l'esprit des chefs de la Ferrari Driver Academy. Mais c'est vrai que c'est quand même un point pour lui. Enfin voilà, 1-0 dans le duel qu'il oppose à Oliver Berman. Pour l'instant, je pense qu'il y a ça ne change pas grand chose. Il faudra voir surtout la suite de la saison. Mais c'est un bon début. Il faut rectifier maintenant les erreurs et on verra ce que ça donne. Et évidemment, il faut parler de notre deuxième Français, Victor Martins. C'est très bon, c'était même excellent. Tout était excellent jusqu'à ce premier tour de la course principale. C'est dommage. C'est dommage car il est vraiment pas passé loin de faire le week-end exceptionnel. Et je vais pas dire d'éclipser Théo Pourchaire, hein, puisque Théo Pourchaire était vraiment dans sa dimension à part. Mais voilà, Victor Martins a fait un début de week-end exceptionnel. Et oui, totalement, Yann Runner, je pense totalement que
Et j'ai eu l'occasion de le dire lors des previews que l'expérience de Victor Martins lui a totalement permis de mieux gérer cette transition F3 F2. Hein. Il a 5 années d'expérience en Formule Renault plus F3 et bah évidemment ça aide et ça permet de s'adapter beaucoup plus rapidement qu'un Théo Pourchaire d'il y a 2 ans, quand il sortait de juste une saison de F3 et 2 saisons de F4. Et évidemment, Martins a beaucoup plus d'expérience et peut performer d'entrée, puisqu'il sait mieux s'adapter à des voitures, il sait mieux s'adapter à certains types de pneus, etc. Donc c'est normal, l'expérience paye et lui permet de performer plus rapidement. Il a la poisse à cause de off-track. Bah, si avoir la poisse, ça s'appelle faire une première ligne et un podium à sa première course, ça va comme poisse. C'est vrai que c'est vraiment mal payé. Hein. 6 points pour. Malheureusement, il n'y a pas de points pour la qualif en dehors de la pole. Et l'air de rien, bah, Victor Martin, c'était quand même à 7 dixièmes et demi de Théo Pourchaire. Martin, ça fait une qualif exceptionnelle pour, euh, pour ses débuts dans la discipline, mais ça reste quand même très loin de Théo Pourchaire. Lors de la course sprint, c'est surtout lors de la course sprint que je l'ai vraiment trouvé impressionnant au-delà de la qualif. C'était vraiment très solide. Il a remonté, il est remonté facilement. Il a fait un très bon départ déjà. Et il aurait même, peut-être en gérant un peu mieux ses pneus, mais c'est difficile de lui en vouloir, de garder la deuxième place sur Auger. Mais voilà, Auger et MP, je l'ai déjà dit, normalement ça sait très bien gérer les pneus. C'était très bien, donc voilà, première course top. Et donc il y a ce départ. Malheureusement, il se met dans l'embarras un peu tout seul hein, quand même dans le départ. Il avait très bien réussi le départ la veille, mais voilà, lors de la course principale, lors de la course principale, il a pas calé, mais voilà, il était quatrième, cinquième au premier virage. Il a quand même, il s'est mis en situation de vulnérabilité malheureusement. Et bah après, c'est les affres voilà, du premier tour, des premiers virages. Frédéric Vesti tente quelque chose sur Roman Stanek, ça passe pas et Roman Stanek part en tête à queue. Martin s'essaye d'éviter ça. Il percute, non, il percute Stanek justement. Mais je pense pas qu'il n'y avait pas grand chose à faire malheureusement dans la situation. Hein. Martin a eu le bon réflexe d'éviter les voitures devant, mais bah lors des départs évidemment il y a des voitures tout autour de soi, donc il aurait pas pu faire grand chose, il aurait pas pu freiner, il aurait pas pu passer à droite non plus, il pouvait pas. Malheureusement le problème voilà c'est il était au mauvais endroit au mauvais moment et il s'est mis dans ce mauvais endroit à cause de son mauvais départ. Maintenant je lui en veux pas du tout, c'est totalement logique, hein, c'est son premier week-end de Formule 2. On va pas lui en vouloir pour ça. Il a quand même été l'un des rookies les plus impressionnants et c'est sûr que c'est mal payé 6 points. Mais c'est quand même de très bons débuts, très prometteurs pour la suite. Maintenant, il va falloir voir ce que ça donne. Comme pour tous les pilotes, hein, globalement, voilà, c'est intéressant de voir la performance au premier week-end, de voir la performance d'entrée de jeu. Maintenant, il faut voir au fil de la saison. Et un peu pareil que Théo Pourchaire, j'ai vraiment envie de voir les ART à Jeddah, puisque voilà, il y a un passif un peu compliqué avec ce circuit, malheureusement. Donc on verra ce que ça donne. Hors de contexte, mais tu parlais de Correa l'autre jour qui avait arrêté l'endu pour faire de la F2. Alors en fait, cette année, il va faire un double programme F2 WEC en LMP2 avec Prema. Quand il y aura des clashs entre les deux, il fera de la F2. Non mais oui, alors de mémoire, je me suis peut-être mal exprimé, mais Juan Manuel Correa, j'avais pas dit qu'il allait arrêter l'endurance, mais j'avais dit que justement, voilà, il préférait faire de la F2 et que voilà, quand il y a des clashs entre F2 et WEC, il fera de la F2. Et pour moi, bah c'est non, enfin c'est pas les bonnes priorités. Par contre Juan Manuel Correa, il a fait un bon week-end et qui a été récompensé par un point. Il était dans le rythme, il était quand même bien loin de Richard Verschoor, son coéquipier. Mais bah ça fait plaisir de voir Correa dans les points. C'était assez inattendu et c'est en partie lié évidemment à la fin de course, à la fin de course compliquée de pilotes comme Oliver Berman, voilà, qui a eu énormément de mal sur ses gommes en toute fin de course. Mais Correa qui a pu arracher un point. Voilà, c'est sympa, c'est cool. Mais voilà, pour moi, pour le plan de carrière sportive, Correa, il faut qu'il se concentre sur l'endurance. Voilà,
la F2 n'est pas la bonne priorité, je pense, pour lui. Il n'y a pas de projet vraiment derrière, en fait. Donc, c'est un peu le souci que j'ai. Et là, on va parler évidemment de notre l'autre crack français. Il n'y a pas que Théo Pourchère, il n'y a pas que Victor Martins, il y a aussi évidemment Isaac Adjar. Oui, j'avais pris une pause pour boire de l'eau parce que quand même il fait soif. Isaac Adjar, alors je sais qu'évidemment il y a des gens qui s'attendaient à ce qu'il performe comme il avait fait en F3. Hein. Il avait gagné la première course la première course de la saison, il l'avait gagné, c'était à grille inversée mais il l'avait gagné. Et donc du coup ça fait P20 et P7 et ça fait 6 points. Soit autant d'ailleurs que Victor Martins, alors qu'ils ont des week-ends diamétralement différents. Et comme j'ai envie de le dire, voilà, c'est un week-end d'adaptation. Isaac Hadjar est le premier mécontent hein, de cette performance. Et Hightech était pas là ce week-end. Et un peu comme on l'a vu lors des essais, je préférais me rassurer, me dire ouais non mais ça veut pas dire grand-chose des essais. Au final, d'ailleurs aussi bien en F1 qu'en F2 et en F3, les pilotes qui étaient bons aux essais de pré-saison, les équipes qui étaient bonnes aux essais de pré-saison, bah, l'ont été en course, l'ont été lors des qualifications, lors des week-ends officiels. On l'a vu avec Aston Martin, on l'a vu avec ART en Formule 2. Voilà, donc malheureusement, Hightech a galéré. Par contre, ce qui est très bien, c'est que Isaac Hadjar, il a, je vais pas dire explosé, c'est un peu fort, mais il a vraiment dominé largement Jack Crawford. Vraiment, il a mis Crawford dans le rétro. C'est déjà, j'ai envie de dire c'est le principal déjà. C'est son premier rival avant tout. Hein. Ils ont le même niveau d'expérience, même si Crawford est un an plus jeune. Il a quand même fait une année de F3 de plus, mais ils ont le même niveau d'expérience en F2. Et ils sont tous les deux pilotes Red Bull. Et surtout, voilà, c'est son coéquipier. Il faut toujours battre son coéquipier. C'est la piquette Jack. Exactement, bah c'était vraiment la piquette. Oh, je m'en veux de ne pas y avoir pensé à celle-là, mais c'était la piquette hein, pour Jack Crawford qu'on n'a vraiment pas vu du week-end. Par contre, Isaac Hadjar, malgré les soucis à la première course où un mécanicien high-tech était resté trop longtemps sur la grille de départ pour s'occuper de sa voiture et lui a coûté un stop and go de 10 secondes et a totalement du coup ruiné sa course. Voilà, Hadjar a réussi à marquer des points alors que ça avait pas vraiment l'air possible. En tout cas, on n'était pas parti pour ça. J'aurais bien voulu le voir un peu plus longtemps sur la course sprint, hein, puisqu'il se battait pour le top 10 avec Berman, etc. Parmi les Red Bull Juniors, il fait le deuxième meilleur week-end après Maloney, je trouve. Je sais pas. Pour un, pour un rookie, ouais. Pour un rookie, ouais, mais après c'est dur de mettre son week-end devant celui de Denis Sauger, voire même d'Ayumu Iwasa. Si je devais mettre une hiérarchie, je mettrais comment il s'appelle Maloney, Auger, Hadjar, Iwasa, Fittipaldi, Crawford. Je pense que c'est à peu près ça. Et voilà, maintenant Isaac Hadjar, je pense qu'il voit l'immensité de la tâche, l'immensité de la mission qui se pose pour lui. C'est qu'il va falloir mener cette équipe mener cette équipe dans la bonne direction, un peu comme il l'a fait en Formule 3. On rappelle que Hightech c'était une équipe du milieu de grille, enfin milieu de grille plus quand même, et il a réussi à les mener vers les sommets, vers les victoires, etc. Maintenant, il va falloir qu'il reproduise ça en F2. Sauf qu'en F2, il y a beaucoup plus de facteurs qui ne sont pas vraiment de son ressort. Je pense notamment à l'équipe, aux mécaniciens, aux arrêts au stand. Surtout, voilà, on l'a vu, voilà, Hightech a fait du Hightech hein, sur la première course en ruinant la course d'Adjar dès le début. Il faut espérer que ce genre d'erreur n'arrive plus, mais j'avoue que j'ai quand même quelques doutes sur cette équipe. Mais on verra peut-être si Hadjar vraiment arrive à changer l'équipe de l'intérieur, à la transcender et tout, ça peut être génial. Et j'ai un pote à moi qui fait que trash Théo avec des illegal cars, machin, et de l'autre côté, il décrit Hadjar comme le pilote du siècle, donc je pense à cause de ça, j'ai pas apprécié le week-end de Isaac. Je suis tellement pas étonné qu'il y ait des gens qui pensent à ça, mais genre, illegal car, source. Non, il n'y a pas du tout de illegal car, hein, je pense, sinon les commissaires l'auraient bien vu, hein. Et croyez-moi, vraiment surtout dans les compétitions monoplace, monotype, quand tout le monde a la même voiture et que quelqu'un claque la pole avec 7 dixièmes et demi d'avance,
croyez-moi que les équipes, elles font plein de réclamations. Ça arrive très souvent en fréca et il y a des contrôles vraiment intensifs sur cette voiture. Donc j'ai pas de doute que Théo Pourchaire, enfin que la voiture de Pourchaire a dû suivre les mêmes, les mêmes tests. Donc illégal car pour moi c'est pas un sujet. Et Adjar comme le pilote du siècle, bah j'aimerais bien, hein, écoute, hein, mais non, en attendant, c'est un bon week-end, c'est un bon week-end d'Adjar. Pas fou, pas fou évidemment. Il y avait sûrement peut-être mieux à faire. Après, c'est difficile à dire malheureusement. La seule référence qu'on a, c'est son coéquipier et il a dominé son coéquipier. Ce qui aurait été bien, ça aurait été d'avoir un coéquipier plus expérimenté, quelqu'un comme Auger, quelqu'un comme Iwasa, et battre ce coéquipier-là, ça aurait eu plus de prestige, c'est vrai. Et ça rend au final, on a du mal à se rendre compte de la performance d'Isaac, et c'est un peu le souci. Mais en attendant, dans un week-end où Hightech n'était pas là, où lui il découvrait la voiture, il découvrait les week-ends de F2, bah ça fait 10e au championnat, et pour un début, bah c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal en vrai, hein. C'est des bons débuts pour Isaac. Après, voilà, il va falloir progresser sur les prochains week-ends et essayer d'emmener toute l'équipe avec lui. Et ensuite, on parle de Prema. Alors oui, j'ai sauté quelques pilotes au championnat parce que sinon on n'a pas fini. Il faut quand même qu'on finisse bientôt, l'air de rien. Puisque je sais qu'à 20h, il y en a beaucoup d'entre vous qui iront suivre Hydro pour break check. Donc voilà, il fallait parler de Prema, le fiasco. C'est un fiasco du début jusqu'à la fin. Alors peut-être il y a quand même un peu de rythme qui est là, car il y avait quand même Vesti qui était dans le top 10 au qualif, Berman qui a fait 12e, mais la gestion des gommes était catastrophique. Frédéric Vesti il fait une erreur bête et qu'on ne doit pas voir de la part d'un redoublant F2 et encore moins d'un pilote Prema et encore moins d'un pilote Mercedes Junior au départ. Il sera d'ailleurs pénalisé de 5 places sur la grille de départ pour le prochain week-end. Donc déjà il part déjà avec un handicap pour Jeddah. Et Oliverman, je serais plus indulgent envers lui, mais c'est vrai qu'on l'a vu galérer. Et il était parti pour ses premiers points, mais la course principale, les 2 derniers tours, on l'a vu faire des blocages de roues monstres et ne pas pouvoir tourner presque, hein. Enfin voilà, il avait les roues au carré, c'était catastrophique. C'était catastrophique et honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je pensais que vraiment Prema allait être la principale menace et qu'ils allaient jouer la victoire là dès ce week-end. Bah, pas du tout. Pas du tout, du tout. Euh, ils sortent d'une saison compliquée, on le sait, hein, ils ont fait que 4e au championnat par équipe avec Auger et Daruvala. Euh, on dit saison Gelael, Schumacher, le retour, sauf que voilà, Gelael, Schumacher, bah, c'était pas des pilotes incroyables, surtout Sean Gelael. Là, normalement, Vesti Berman, c'est 2 pilotes juniors, 2 pilotes faisant partie d'académie de F1, donc les pilotes sont clairement pas le problème. Vesti, il a de l'expérience, et purée, normalement, Prema, voilà, enfin, c'est une équipe, c'est la meilleure équipe, c'est la référence, c'est Prema, quoi. Donc, je pense quand même qu'ils vont finir par, ils vont remonter la pente. C'est pas possible autrement. Il y aura des week-ends où ils seront plus à leur aise, mais partir avec 0 points, surtout en contraste avec le week-end, ne serait-ce que de Campos, mais Campos, je les vois pas jouer le titre, mais d'ART, bah, c'est vrai que les 30-40 points de retard, là, voilà, ça part clairement du mauvais pied et ça va compter enfin en toute fin d'année. Va vite falloir se réveiller, puisque 19e et 21e au championnat, pour les 2 prémas, j'aurais clairement pas parié dessus en tout cas. C'est... Ils sont passés pour les bonbons créma. Oh là là, je pense qu'il y en a, ils vont se faire ban dans le chat, hein. Non, mais c'est vrai que c'était cata, hein. C'était la catastrophe. Et ouais, c'est vrai que Berman, il était quand même jusqu'à 4. Ouais, il avait fait un bon départ, hein. Il avait fait un bon départ. D'ailleurs, oui, il y avait toutes les. Un peu à la manière d'un Ocon en Hongrie 2021, il y avait tout plein de voitures qui s'étaient écartées devant lui, avec toutes les collisions avec Martin, Stanek, Vesti, justement. Et oui, évidemment, Berman est ultra talentueux. Je remets pas en doute le talent des pilotes, hein, vous méprenez pas. Mais c'est vrai que l'équipe, surtout, est passée totalement à côté de son week-end. Et Berman,
c'est dur de le juger, hein. Quand t'as 0 point à la fin du week-end, c'est dur de juger, c'est dur de juger. Il a quand même galéré avec la gestion des pneus, comme beaucoup de rookies, ça paraît normal. Il était pas si loin de Frédéric Vestier en rythme pur, à la fois en qualif, en course. Donc je me fais pas trop de soucis pour lui. Je pense il va pouvoir revenir, il va pouvoir battre son coéquipier à terme, mais c'est vrai que bah, je pense que personne ne s'attendait à un départ aussi compliqué des Prémas. Tu sais, si Berman a fait beaucoup de tests en GP2 pendant l'hiver, beaucoup je sais pas, mais il en a fait pas mal. Je sais que Crawford, Jack Crawford aussi en a fait, ça se voit pas. Jack Crawford en a fait beaucoup plus que Isaac Hadjar. Mais bon, au final, voilà, hein, t'as le talent ou tu l'as pas. Non, non, en vrai, non, Jack Crawford est un très bon pilote, mais c'est vrai que bah, c'est compliqué hein, ces derniers temps, surtout comparé à Isaac Hadjar qui a l'air quand même plus talentueux. Voilà. Mais c'est dur, par exemple, pour Victor Martins, j'ai aucune idée de s'il a fait beaucoup de tests en GP2, mais il s'est adapté très rapidement. Vu que Victor Martins a quand même peu de soutien financier en dehors d'Alpine, ça m'étonnerait qu'il ait fait beaucoup de tests. Et oui, voilà, Oli Berman, on sait qu'il gagnera des courses cette saison. On, on, je m'inquiète pas vraiment pour lui. Ce sera peut-être des courses sprint, peut-être des courses à grille inversée comme ça, si Prema galère vraiment, mais à terme, moi je le vois vraiment jouer les victoires en course principale en fin d'année, c'est la progression logique, mais c'est vrai que du coup, ce début ce début compliqué me fait peut-être dire que Oli Berman, bah, ça attendra peut-être enfin 2 saisons de Formule 2 avant d'arriver vraiment à terme en fait. Donc faudra. C'est un peu dommage, mais surtout ouais, grosse interrogation sur Vesti qui a fait des erreurs et dont le rythme était pas incroyable face à son coéquipier. Et voilà, on sait que c'est un peu la saison décisive pour lui hein, quand même. Hein, Frédéric Vesti, il joue il est pilote Mercedes, donc à partir de là, dès que tu es pilote Mercedes et que tu es en F2, normalement tu dois jouer. T'as peut-être une chance d'aller chez Williams ou quelque chose comme ça. Si tu fais assez bien, là c'est clairement pas assez bien. Et oui, j'ai même pas parlé de Jack Doohan, mais incompréhensible le manque de rythme, le manque de compétitivité de Jack Doohan qu'on n'a pas vu du week-end, en dehors du top 10 tout le temps, en qualif, en course. Il était nulle part. Et faut se rappeler quand même, il y a quelques mois, après le départ d'Alonso, après toute l'affaire Piastri, Alpine pensait à Doohan. Bah, heureusement qu'ils ont choisi Gasly, puisque comme ça au moins ils ont des points, ils ont des points ce week-end. C'est vrai que là, Doohan, surtout Doohan a été, j'y ai même pas pensé pendant le week-end tellement Martins et Doohan étaient dans 2 dimensions différentes. Mais Doohan était nulle part, alors que Martins a vraiment impressionné. Ça, c'est assez positif. Apparemment, il avait un vieux châssis. Ah, alors je suis pas au courant de ça, mais même le vieux châssis fait pas tout. Et bah, par exemple, on reparlera de la F3 rapidement, mais Hugh Barter, par exemple, il avait un vieux châssis, il a fait de très bonnes qualifs, il a frôlé les points, il aurait mérité les points. Euh, mais alors, je pense quand même, Douane il a mis le doute, hein, il a fini vraiment très fort hein, la saison de F2 dernière. Je pense qu'il a dû mettre le doute, mais pas vraiment de façon sérieuse. Hein. Moi j'y croyais pas. En tout cas, j'étais un ferme opposant à ce que Douane monte en F1, puisque quelle image ça aurait donné d'Alpine s'ils ont ni Alonso, ni le super crack talent générationnel Piastri, et qui prennent bon, le remplaçant du crack, enfin de Douane, enfin, c'est vraiment Piastri version Wish, quoi. Ça l'aurait foutu mal. Donc je pense pas non plus qu'il ait vraiment été sérieusement dans la baquet, dans la course au baquet Alpine. Mais je crois quand même qu'il y a eu il y a eu des doutes, il y a eu des discussions qui n'ont pas dû être très longues, visiblement. Mais donc voilà, ça c'était pour la Formule 2. Et on va passer un peu plus rapidement sur la Formule 3. Évidemment, pas de Français engagés. Pas de Français engagés, mais beaucoup de choses à dire, malheureusement. Enfin, malheureusement pour Gabriel Emini. Évidemment, si vous avez suivi les courses de Formule 3, Gabriel Emini, qui est passé de avoir la pole, mener la course et franchir la ligne d'arrivée en vainqueur à finir 8ème. Donc, oui, c'est vrai qu'il y avait même les menaces de Otmar Sofsnauer qui avait dit qu'il allait mettre Jack Doohan à Abu Dhabi après l'accrochage Ocon Piastri au Brésil, Ocon Alonso au Brésil, mais c'était plus du coup de bluff qu'autre chose, hein, je pense.
Mais voilà, donc au final, celui qui est arrivé en tête, hein, qui ressort en tête de ce championnat de F3, de cette première manche, c'est Gabriel Bortoleto. Et je suis à moitié surpris car quand même je l'avais pré-shot, hein, je l'avais pré-shot lors de la preview avec Anthony Drevet mercredi dernier. J'avais dit qu'il fallait vraiment surveiller Bortoleto et il est devant Oliver Goethe. Et ça, je l'avais pas prédit, je l'avais pas prévu. Je pensais pas qu'il serait aussi haut, donc voilà. Désolé, je me suis trompé sur son compte. Il reste néanmoins quand même dominé par son coéquipier. Ensuite, on a Dido Beganovic, troisième, déjà troisième du championnat. On l'a pas vraiment vu beaucoup ce week-end. Il a bien fini quand même avec un podium sur la course principale. Mais Beganovic, il sauve totalement Prema. Et il sauve Prema, Prema F3, mais aussi Prema dans son ensemble. Hein, parce que vraiment, Prema a été une catastrophe en dehors de Beganovic, du coup. Ça a été une catastrophe. Ensuite, on a Pepe Marti, qui, comme Gabriel Bortoleto, est un protégé de Fernando Alonso. Vraiment, pour le clan Alonso, ce week-end, ça devait être la fête. Hein, vraiment, entre le podium, le podium de l'oncle Fernand et les victoires de Bortoleto et Pepe Marti, protégé et managé par Fernando Alonso, c'est vrai que ça devait être la fête. Très bon week-end hein, de Pepe Marti, vraiment très, très solide et on l'attend plus à ce niveau-là. Ça paraît plus logique de le voir à ce niveau-là que l'an dernier où il était nulle part, où il était totalement absent des débats. Ensuite, on a Grégoire Saucy. Grégoire Saucy, c'est bien, c'est bien, c'est solide. Mais on espérait peut-être un peu plus. J'ai même pas parlé de Clément Novalak. Je suis une honte. J'ai même pas parlé de Clément Novalak. Ouais, Clément Novalak qui a eu des soucis. On l'a vu au niveau des qualifs. On l'a vu qu'il y avait des soucis a priori sur des freins. Ils ont changé l'aileron avant aussi. Ça n'a pas marché. Il a fait dernier, dominé par Roman Stanek. Et puis lors des courses, il est un peu remonté, mais pas beaucoup. Il a fini 13e au final. Clément Novalak, très compliqué. Surtout, il a été mis dans l'ombre face à Roman Stanek, coéquipier rookie. Je me dis, il faut vite redresser la barre. Hein, Clément. C'est que un week-end, mais il faut pas laisser le doute s'instiller en lui, puisqu'il y a eu voilà, il y a eu des bons essais, il était très content des essais, il faut pas que le doute, il faut directement répondre à Jeddah, il faut directement des points, si possible un podium. Et c'est vrai que Clément Novalak, ça a été compliqué. Saucy, ensuite on a Colapinto, seulement 6ème, hein, qui a bien profité de la course à grille inversée quand même pour sauver son premier round. Luke Browning, Caio Colette, Paul Aron, Kylen Frédéric, Gabriel Imini, Fornaroli, Montoya et Johnny Edgar. Et ensuite tous les autres pilotes, les autres pilotes n'ont pas marqué de points, dont Zach O'Sullivan, le favori au titre, enfin en tout cas, moi je le mettais comme favori au titre, hein. Pilote redoublant chez Prema, il n'a marqué aucun point. C'est très compliqué, il a eu une mauvaise qualif où il a fait 10ème derrière ses coéquipiers. Et en plus, il a eu son tour annulé pour track limit, donc il partait 18ème et il n'a pas tant remonté que ça en course. Il a quand même été en bataille pour les points, mais il s'est accroché avec Paul Aron, donc super, hein, super les tensions au sein de l'équipe, ça va être cool ça. Mais déjà un premier accrochage, alors c'était un contact, hein, les deux voitures ont pu continuer leur course, mais quand même ils ont perdu des places. Donc ouais, compliqué pour Prema en dehors de Beganovic. Ouais, ça parle de Tsolov, ça parle de Barter dans le chat. Ouais, les rookies de F4 espagnol, bah Barter, ouais, c'est décevant, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment un coup à jouer là. En qualification, il fait 5ème. Et en course sprint, il glisse un petit peu et au final, il finit à la porte des points. C'est vraiment dommage. Et malheureusement, course principale, ça s'interrompt assez rapidement sur problème mécanique. C'est dommage, mais en tout cas, voilà, il a montré que la vitesse était là, le potentiel était là, et enfin, c'est vrai que c'est dommage de ne pas concrétiser, puisqu'on sent que Campos avait vraiment un bon potentiel. Bon, il est pour l'instant 16ème au championnat, avec 0 points. C'est un bon début, et Nicolas Tsolov, Nicolas Tsolov, il a fait ses 16 ans, hein. Il a fait ses 16 ans sur ce week-end. Il y a eu des petites erreurs, il y a eu ouais, des petites erreurs par-ci par-là en qualification, en course, mais voilà, Nicolas Tsolov,
bah voilà, on a senti quand même que ça allait être compliqué les débuts. Je m'inquiète pas encore vraiment pour lui puisque bah comme je l'avais dit lors du live précédent, Théo Pourchère aussi avait eu une première manche compliquée en F3 avant de briller et de rafler le titre de vice-champion en fin d'année. Mais c'est pas incroyable pour l'instant. C'est pas incroyable, Nicolas Tsoloff. En tout cas, il n'a pas impressionné. Il a pas montré cette impression de facilité ou de super crack, de talent générationnel. On n'a pas vraiment vu ça. Euh, je pense que ça viendra tôt ou tard. Mais c'est vrai que pour l'instant, il donne raison aux gens qui disaient qu'il aurait dû plutôt faire une saison de Formule régionale avant. La saison est encore longue, mais pour l'instant, c'est pas incroyable. Et oui, évidemment, il y a eu aussi de belles remontées, même si c'était hors des points, avec Taylor Barnard et Nikita Bedrin. Taylor Barnard il nous a habitués à ça cet hiver en Formule régionale Moyen-Orient, et il a continué ça en F3. Malheureusement, tous ses tours ont été annulés à cause de track limits, donc il va peut-être falloir régler quelque chose là-dessus. Mais sinon, oui, rythme de course très bon, et oui, bah s'il avait fait les bonnes qualifs, je pense qu'il aurait pu il aurait pu accrocher quelques points. Ça aurait été une belle récompense pour Genzer qui avait quand même un bon rythme. Taylor Barnard l'a montré vu qu'il est actuellement du coup 18e au championnat. Ouais, ce sera à surveiller pour la suite de la saison. Évidemment, je vais passer rapidement quand même sur les équipes. Trident, doublé au championnat, presque le double de points sur leur poursuivant sur Prema. Enfin, c'est top, c'est top. Et on disait que leur line-up de pilotes était moyen plus, enfin, avec Bortoleto, Goethe, Fornaroli, ça vendait pas non plus du rêve. Mais bah, au final, bah, ça écrase le championnat, en tout cas ça a écrasé la première manche. Maintenant, il va falloir continuer sur cette lancée, on verra quand les autres équipes se réveilleront. Prema, exactement comme j'ai dit, voilà, Dino Beganovic qui sauve le week-end de toute Prema, de toute l'équipe italienne, et déjà des premiers contacts entre Aaron et O'Sullivan. Et c'est pas passé loin aussi entre Aaron et Beganovic au début de course, mais ils ont été plus intelligents. Euh, ouais, Leonardo Fornaroli, j'en attends pas grand-chose non plus. C'est un pilote régulier, c'est un pilote qui a un bon niveau moyen chez Trident, donc troisième pilote de Trident. Voilà, il a fait 8ème de Freka sur sa première année, champion rookie, mais sans aucun podium, sans aucune victoire rookie, et malgré ça, il a eu le titre. Mais bah, c'était bien, mais sans plus. Voilà. Donc, il va falloir voir sur d'autres week-ends comment ça se passe. ART, Grégoire Saucy, qui a été bon, mais ouais, pour un candidat au titre déclaré, hein, pour sa deuxième année dans la discipline, je pensais qu'il jouerait un peu plus devant. Après, c'est déjà des points solides. Hein, c'est beaucoup plus, par exemple, que Zach Sullivan, qui est autre favori. Je n'ai pas parlé de Kylen Frédéric, l'autre pilote ART, mais bah, il a accompli son rôle de PNJ, un peu dans le midfield, un peu dans les points. Il fait pas parler de lui, anonyme, comme à chaque fois qu'on parle de Kylen Frédéric. Voilà, ce pilote reste un mystère pas très intéressant, c'est vrai, mais un mystère quand même. Et du coup, évidemment, la fameuse Grégoire. Mais Vettel Spin, Grégoire qui se fait pas trop de soucis, ça, c'est la classique. J'ai vu ça 36 000 fois. Ça, c'est vu et revu, ça. Désolé, désolé. Et donc, du coup, voilà, Nicolas Tsoloff en apprentissage, ça, c'est. On verra comment ça progresse hein, au fil de la saison. Aussi, j'avais envie de parler de high-tech, puisqu'on n'a pas encore parlé de Gabriel Emini, mais Gabriel Emini qui aurait mérité beaucoup plus, qui mériterait d'être beaucoup plus haut. Euh, et donc, on rappelle que voilà, il a perdu sa victoire pour une pénalité de 5 secondes seulement, pour un peu la même infraction qu'a fait Esteban Ocon lors du Grand Prix, donc un mauvais positionnement sur la grille de départ. Pénalité de 5 secondes, ok, logique, pas de discussion. Sauf que donc la pénalité de 5 secondes aurait dû le mettre troisième. Hein. Il menait la course, il avait quand même Bortoleto qui lui mettait la pression, qui était à 1 seconde globalement. Mais il avait fait le gap hein, sur le pilote en troisième, le pilote quatrième. Il allait avoir le podium. Sauf que Monsieur Tommy Smith est arrivé et s'est dit tiens, je vais faire une attaque kamikaze et je vais provoquer mon deuxième accident du week-end.
Et bah, ça n'a pas loupé, du coup. Splendide tentative kamikaze qui n'avait aucune chance de fonctionner. Du coup, safety car à 2 tours de la fin. Du coup, on finit sous safety car. Du coup, tout le monde se regroupe et Gabriel Mini se fait. Voilà, c'est extrêmement frustrant car pour cette mini infraction, pour une pénalité de 5 secondes, il passe de premier à huitième. Et encore, je voulais vraiment souligner le fair play de Sébastien Montoya qui a été en difficulté ce week-end, qui a été en difficulté par rapport à ses coéquipiers, Mini évidemment, mais aussi Luke Browning. Il y a eu des consignes d'équipe qui ont été passées, car Montoya était 9ème et Luke Browning 6ème. Et il y a des consignes d'équipe qui ont été passées pour dire Luke Browning, Sébastien Montoya, ralentissez les gars. Ralentissez pour que Gabriel Mini il finisse au moins 5ème. Sauf que Luke Browning, il n'a pas vraiment respecté ça et il a serré les pilotes devant lui et du coup il a gagné une place. Voilà, Gabriel Mini est passé derrière lui avec la pénalité de 5 secondes. Alors que Sébastien Montoya, lui, a respecté ses consignes et c'est tout à son honneur. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais il a respecté cette consigne et il a laissé un écart vraiment avec le pilote devant lui. Et du coup, Gabriel Mini a pu finir quand même dans les points devant Sébastien Montoya du coup. Mais voilà, donc Montoya qui limite les dégâts, qui limite les dégâts pour Mini. Mais que c'est frustrant pour l'Italien qui avait été si impressionnant vraiment sur la pole et vraiment il a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. Tout ça pour finir 8ème, c'est pour une toute petite infraction, c'est vraiment terrible. Et Browning, ouais, il a fait sa Jack Doohan en Russie, c'est ça, comme à l'époque chez Trident face à Novalak. Luke Browning qui a joué sa carte perso, je comprends, je comprends, et aussi Luke Browning qui est arrivé dans des circonstances assez tumultueuses quand même. Il a été annoncé mercredi dernier seulement. Ça a été le pilote annoncé le plus tardivement. Donc peut-être que voilà, il fait pas non plus toute la saison avec eux. Peut-être qu'il fait juste quelques courses, le temps que, budget, peut-être qu'il a un contrat course après course, je sais pas exactement, mais le fait que ça ait été annoncé si tardivement, ça laisse penser que Hightech cherche un pilote avec plus de budget. Donc Browning, il a joué sa carte perso et il a marqué des points et il a fait un très bon week-end. Mais c'est vrai que ça laisse quand même cette image de allez, je me la joue solo. Mais ça reste un très bon week-end. Mais il va falloir voir si chez Hightech il n'y aura pas des tensions sur les prochains week-ends ou s'ils vont vite passer à autre chose. Ouais, il fait toute la saison. Ouais. Bon, après il y a des pilotes qui disent ils font toute la saison, au final ça part après 3 manches parce que faute de budget, parce que voilà. Mais ok, donc c'est intéressant de savoir qu'au moins lui il dit qu'il fait toute la saison. Mais donc voilà, globalement, voilà un peu les principales choses qu'il y avait à dire sur la Formule 3. Et là globalement j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez est-ce qu'il y avait des performances genre que j'ai pas vraiment vues dans le peloton, à la fois en F3, à la fois en F2, c'est pas impossible que j'ai loupé des trucs. Mais je pense globalement qu'on a dit l'essentiel. Et c'est assez. Voilà, j'ai quand même réussi à me tenir à cette 1h30, à ces 90 minutes. La perte de Pourchère, on n'a pas assez parlé de Théo Pourchère, exactement. Euh, non, mais évidemment, pour ceux qui sont arrivés peut-être un peu tard sur le live, la rediffusion sera disponible sur Twitch. La rediffusion sera aussi disponible peut-être à partir de demain, je pense, sur YouTube, sur Percy VOD. Brad Benavides qui prend un tour sur le leader. Attends, sérieux? Ah, j'avais pas vu. Mais du coup, Brad Benavides, il a fait un bon week-end. Il a pas fait parler de lui. Très bien. Moi, tant qu'il fait pas de bêtises comme Tommy Smith et qui percute d'autres pilotes, ça me va. Enfin, qu'il fasse sa vie tranquille. Brad Benavides, il est pas méchant. Voilà, qui s'amuse en F2. Tant qu'il n'embête pas les autres, ça me pose aucun souci. Aucun souci. Et non pas Grégoire Saucy, comme on me l'a dit dans le chat. Piotr Vinicki, pas dernier au championnat. Ouais, c'est vrai. Attends, c'est qui est dernier au championnat d'ailleurs? Zut, j'ai pas le. J'ai mis que les 22 premiers. La pole 2022 c'est 40.5, 2023 c'est 40.9. Il y a une explication? Non. Alors j'en ai pas comme ça, mais après ça peut être
selon les conditions de piste, selon la température, selon peut-être l'heure qui était différente, ça peut changer. Alex Garcia 30e, ouais, bon. Alex Garcia, ouais, enfin c'est voilà, des pilotes dont on ne parlera pas beaucoup. Mais voilà, les pôles, ça peut quand même pas mal varier. Ça peut quand même pas mal varier d'une année à l'autre selon tout plein de conditions, surtout les conditions au niveau de la température, parce que sinon, je pense pas que Pourchaire est 4 dixièmes plus lent que Jack Doohan en conditions identiques. Donc oui, non mais voilà, il y a des entre les différentes années, tout peut changer, tout peut évoluer. Mais donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la F2 et de la F3. Prédiction qui seront les premiers pilotes à laisser leur place en F2 et en F3, mais je connais pas les budgets de chacun, moi. Je connais pas. En vrai, je vois bien un Piotr Wisnicki, justement. Un Piotr Wisnicki laisser sa place pour un autre pilote payant en F3, du coup. Puisque malheureusement, pilote polonais, je sais que c'est assez compliqué le budget, donc je comprends pas vraiment comment Wisnicki il a réussi à réunir le budget. Et en F2, non, alors Tommy Smith, jamais il est viré, hein. À moins qu'il fasse des week-ends de suspension. Tommy Smith ne sera jamais viré, hein. Son papa est blindé, son grand-père même plus exactement, je crois, est blindé. Enfin, c'est l'une des plus grandes fortunes de Nouvelle-Zélande. Donc Tommy Smith, clairement pas, ça va rester. Donc ouais, plus ouais, comportement piste, oui, du coup ça peut prendre une manche de suspension, mais ouais, c'est vrai. Mais ouais, on verra. Et en F2, je vois pas vraiment. En fait, en F2, je suis assez content hein, globalement du week-end de F2. J'avais été extrêmement critique l'an dernier sur le niveau global, sur tous les incidents qu'il y avait. Et là, en F2, c'était très propre hein, globalement ce week-end. Alors évidemment, il y a des petites erreurs des rookies par-ci par-là, mais c'était des erreurs normales et ça a pas vraiment posé de problème. Alors il y a eu le petit chaos au premier tour, mais c'est par des pilotes quand même qui jouent devant. Voilà, non, je suis très content du niveau de la F2. On va voir ce que ça donne à Jeddah sur un circuit bien plus serré, bien plus étroit, bien plus rapide aussi. F3, j'attends de voir. J'attends de voir. Je pense que l'année va être quand même moins compétitive que l'année de fou furieux qu'on avait eu l'an dernier avec Martins, Berman, Maloney, Adjar, etc. Mais ça a l'air d'être une saison qui part sur des bons rails, avec visiblement, je pense qu'il y aura tout plein de candidats au titre. Je pense qu'il y a moyen que ça soit très serré. Il y aura Beganovic, Bortoleto, Mini, Sossi, Colapinto qui reviendra dans le match aussi. Johnny Edgar, on l'a pas vu d'ailleurs. Johnny Edgar, je viens d'y repenser comme ça, on l'a pas vraiment vu en F3 ce week-end. Mais voilà, donc la F3, peut-être pas le niveau le plus fou, mais je pense qu'il y aura une bataille pour le titre abusée, alors qu'en F2, j'espère qu'il n'y aura pas de bataille pour le titre avec Théo Pourchaire, on espère qu'il va prendre de large le plus rapidement possible. Mais voilà, donc c'est globalement mon point de vue sur ces saisons, sur ce début de saison de F2 et de F3. Prochain live, je ne sais pas quand c'est, car malheureusement il n'y a rien qui se passe ce week-end. Rien de prévu ce week-end, hormis la finale des Formula Winter Series, avec normalement une Française, Lola Lovin-Foss, qui devrait peut-être rouler chez Campos, donc c'est de la Formule 4. Voilà. Alors dans 2 semaines, évidemment, il y aura des lives au niveau de Jeddah. Je pense que j'essaierai de faire un live peut-être avant, justement, peut-être justement sur les femmes dans les formules de promotion, puisque voilà, mon tweet sur Jamie Chadwick en Indie Next a beaucoup marché et malheureusement il y en a beaucoup qui se sont amusés à faire des généralités là-dessus et c'était clairement pas l'objectif. Donc peut-être pour me dédommager, peut-être faire un live sur ça. Je sais que ça intéresse pas mal. Et donc sur ce, bah je vous dis à bientôt en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. On va se retrouver. De toute façon, on se retrouve d'ici là sur Twitter. En tout cas, merci à tous d'avoir été aussi nombreux dans le chat et d'avoir été aussi nombreux à me regarder. Et d'ici là, bah salut!